recording. Okay, so greetings, comrades. Thank you for joining us today. I'm just going to talk a little bit about who is hosting this panel. It is the Coalition for the Elimination of Imperialism in Africa. This coalition is a multi-continental alliance of organizers. The coalition emerged last summer from the immediate necessity to have a united response from African people in defending the sovereignty of Niger when it was threatened with the military invasion after the overthrow of the neo-colonial president Bazoum. Even with this specific reality, the coalition is an anti-imperialist and socialist movement in defense of all African people's struggle for liberation and self-determination. We have three defining objectives. One of them is to inform the international public about the anti-colonial struggles that are sweeping Africa and provide an anti-imperialist perspective of the region's development. We want to develop solidarity networks for anti-imperialist organizations based in Africa to support their struggle on the front lines. And finally, organize international campaigns in solidarity with those anti-colonial struggles that are sweeping our continent. My name is Prudence. I am based in Canada and I organize with United African Diaspora, and I'm also a member of this coalition, and I will be interpreting today. Today's webinar will be highlighting African women organizing in Africa. We're going to be discussing the strategies and challenges of organizing for Pan-Africanism while confronting patriarchy. And our moderator today will be Inemese Richardson, and she is based in Burkina Faso, and I'm going to allow her to introduce herself after I translate all of this into French. So, salutations révolutionnaires camarades. Je vais parler un peu sur la coalition qui a organisé cette conférence. La coalition pour l'élimination de l'impérialisme en Afrique, c'est une alliance multicontinentale des militants panafricanistes qui a émergé l'été dernier face à la nécessité immédiate d'avoir une réponse unie des peuples africains pour défendre la souveraineté du Niger lorsqu'il a été menacé d'une invasion militaire après le renversement de l'ancien président Bazoum. Malgré cette réalité spécifique, la coalition est un mouvement anti-impérialiste et socialiste qui défend la lutte de tous les peuples africains pour la libération et l'autodétermination. Nous avons trois objectifs principaux. Informer le public international sur les luttes anticoloniales qui traversent l'Afrique et fournir une perspective anti-impérialisme du développement de la région. Développer des réseaux de solidarité pour les organisations anti-impérialistes qui sont basées en Afrique afin de soutenir leur lutte qui est en première ligne. Et finalement, organiser des campagnes internationales de solidarité avec ces luttes anticoloniales qui traversent l'Afrique. Moi, je m'appelle Prudence, je suis basée au Canada et je suis membre d'une organisation panafricaine qui s'appelle United African Diaspora, et je suis également membre de cette coalition. Et moi, je vais assurer l'interprétation aujourd'hui. Le webinaire va mettre l'accent sur les femmes africaines qui organisent en Afrique aujourd'hui. Nous allons discuter de leurs stratégies et des défis pour l'organisation, pour le panafricanisme, tout en confrontant le patriarcat. Notre modératrice est Inemese Richardson. Elle est basée au Burkina Faso et je vais la permettre de se présenter. Okay, thank you so much, Prudence. So my name is Inemese, or Inem, and so I'll be facilitating this discussion. I am a member of the All African People's Revolutionary Party and the All African Women's Revolutionary Union. I'm also a member of the Thomas Sankara Center for African Liberation and Unity, based out of Ouagadougou, Burkina Faso, where I live. And so we have a wonderful panel today. We have two wonderful sister comrades. We have Fatou Balora, who is based out of Ouagadougou with me, a member of the Thomas Sankara Center for African Liberation and Unity, as well as the All African People's Revolutionary Party and All African Women's Revolutionary Union. So why don't I give the floor to you, Prudence? You can translate that, and then Fatou will introduce herself with maybe explaining a little bit of the work that the Thomas Sankara Center and the AAPRP do, and then I'll introduce our second panelist. OK. So, comme je l'ai dit, son nom c'est Inemese Richardson. Elle est présentement à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elle est membre du Parti révolutionnaire de tous les peuples africains, ainsi que l'Union révolutionnaire de toutes les femmes africaines. Elle est aussi membre du Centre Thomas Sankara qui est à Ouagadougou, au Burkina. Et
Aujourd'hui, elle a aussi introduit notre première panéliste qui est Fatou Balora, qui est aussi basée à Ouagadougou au Burkina Faso et elle est aussi membre du Parti révolutionnaire de tous les peuples africains, ainsi que membre du Centre Thomas Sankara aussi. Alors, Fatou, tu peux dire quelques mots concernant les activités du PRTPA et le centre? D'accord, je suppose que, excusez-moi, euh, comme Inem a déjà fait ma présentation, je vais juste parler un peu en bref du Centre Thomas Sankara. Le Centre Thomas Sankara, on peut voir, c'est un peu une branche, disons une section comment on appelle ça, du PTPA au Burkina. Mais au-delà de ça, c'est un centre révolutionnaire de formation, comme on appelle ça, idéologique et révolutionnaire. On a une bibliothèque panafricaine avec tous les documents, bon, je dirais en tout cas presque le nécessaire des documents, comment on appelle ça, de l'héritage laissé par nos ancêtres, nos dévanciers dans la lutte. C'est une bibliothèque, comme on appelle ça, entièrement équipée par des documents panafricanistes et à la disposition de la population burkinabé gratuitement. Au-delà de ça, on a un programme avec les tout petits parce que on le sait déjà, peut-être que nous, on n'a pas eu cette chance de connaître la lutte d'être petits. On n'a pas eu la chance de comprendre ce que c'est que, de comprendre vraiment ce que représente l'Afrique pour nous, ce que représente cette lutte pour nous. Donc, on veut permettre à ces tout petits-là de faire leur choix. Voilà, de faire leur choix, de faire le choix de rentrer dans la lutte, de comprendre et de rentrer dans la lutte. Donc, on les apprend déjà avec ce programme de tout petits qu'on fait chaque semaine là. On les apprend à tout de l'Afrique, de l'histoire africaine, de la colonisation, de tout ce qu'il y a à valoriser en Afrique. On les apprend à être fiers de leurs origines, à connaître l'Afrique dans le profondeur même de son sous-sol. Voilà, un peu, disons, on les apprend des figures des révolutionnaires comme on appelle ça, que ce soit Amical Cabral et consorts. Donc, c'est des enfants déjà qui vont grandir avec cet comme esprit idéologique. Voilà, maintenant, quitte à voir s'ils vont rester dans la lutte ou bien, bon, ça sera maintenant à eux de décider pour la suite. En tout cas, on va déjà les mettre des armes dans la main et on va voir ce qu'ils feront de ça. Et au-delà de ça, on a comme on appelle ça, on a régulièrement des discussions, projections, discussions, voilà, sur différents thèmes et différents pays. Voilà, ces discussions, ces projections de discussion sont ouvertes au public. On fait, comment on appelle ça? On prend le temps de comprendre telle ou telle situation, d'analyser telle ou telle situation et d'essayer d'apporter des réponses, des solutions à telle ou telle situation, comment on appelle ça? Euh, toujours dans le même cadre de l'unification africaine et surtout en soutien avec tous les peuples qui luttent pour leur indépendance, peu importe leur situation géographique dans le monde. Au-delà de ça aussi, comme on appelle ça, on célèbre des journées emblématiques comme le 25 mai, qui est la journée de la libération africaine, et bien d'autres choses encore. C'est en grosso modo ce que je peux dire sur le Centre Thomas Sankara. Okay, so I'm just going to translate what Fatou said. She just talked about the Thomas Sankara and what they're doing. So the Thomas Sankara Center in Ouagadougou, it's a Pan-African Educational Center. It has a lending library in it with all types of revolutionary literature. It's like really one of a kind in that city. She talked a lot about the fact they have a weekly children's focused program where they teach kids about Africa's revolutionary history. They teach them about our different heroes. And she mentioned how, you know, like her generation, when they were young, they didn't have a chance, you know, to be taught these different things, right? Like they didn't get a chance to get this like revolutionary education, so that the fact that they now have the opportunity to pass on all this consciousness at such a young age, you know, because the kids are quite young that attend this weekly program, it's really quite an opportunity for them. In addition, the center also does regular screenings, movie screenings and like projections and discussions as well, relating to various topics, but also relating to like things that are happening like today, like that are very specific to the struggle right now. So like all in all, the center is amazing and everybody needs to support it because they're doing really great revolutionary Pan-African organizing.
And it houses the APRP circle, like the work study circle also operates out of the center. Okay, so now we can introduce our second amazing panelist for today. So Zachariah Kehinde is based out of Ibadan, Nigeria, and she is a member of the Amilcar Cabral Ideological School movement. So I think Prudence, maybe you can translate that, and then we'll allow for her to introduce some of the work that the Amilcar Cabral Ideological School movement does. Did you say she's in Ibadan? Where did you say she's based out of? Yes. Yes. Ibadan, OK. So, notre deuxième panéliste, c'est Zachariah Kehinde. Elle se trouve à Ibadan, au Nigeria. Et elle est membre de l'école idéologique d'Amilcar Cabral. C'est son organisation là-bas au Nigeria. Et on va la laisser s'introduire et parler un peu de l'organisation. Et là, je vais traduire. Can I? Yes. Yeah, Do I have the floor? Okay, thank you. Solidarity's greeting. I'm by name Zachariah Kehinde. I'm a civil society organization, activist, a revolutionary, an advocate for gender equality, a member of Amilcar Cabral Ideological School. So Amilcar Cabral is a Pan-African revolutionary and anti-imperialist. It has been in existence since 2005. July 16, and the purpose is to fight for the interest of the masses. And also we focused on training the young mind, young cadre, and also building them for revolutionary purpose. So in Amilcar Cabral, we have our retreat once in a year, and also during the process, that's when we recruit our new cadres. And during the purpose, we always try to go with our 3C. We call it 3C, which is clarity. They need to be clear with the rules and the purpose of the organizations. Then we have convictions, like when you are clear, then you'll be convinced to join, and reason for you joining, it is for the purpose. So from the conviction, then there's going to be commitment. From the commitment, we feel like if you are committed to a struggle, then you'll be consistent. So those are the things we always working for our young members. So I would like to say more, but because of time, I think I'm okay. Thank you. Okay, so Kenny, she's obviously a revolutionary, and she's also, I guess, I don't know, would I say why am I speaking in English? Sorry. This is supposed to be in French. OK, Kenny, qui est basée au Nigeria, elle est bien sûr une activiste, une militante panafricaine. Comme on l'a dit, son organisation est l'école idéologique d'Amilcar Cabral. C'est une organisation panafricaniste et anti-impérialiste basée au Nigeria qui a commencé en 2005. Ils sont très focalisés sur l'éducation des jeunes et surtout d'entraîner des jeunes cadres. C'est pour ça que chaque année, ils font c'est quoi le mot retreat in French? Ils prennent comme des voyages en fait annuels où on prend un groupe de cadres et on les emmène quelque part pour pouvoir encore focaliser, faire comme une éducation un peu plus intensive, n'est-ce pas? Elle a aussi parlé de 3 mots fondamentaux pour qu'ils essayent vraiment de mettre l'accent dessus. C'est la clarité, la conviction et c'est quoi commitment en français? My French is leaving me. On peut dire dédication. La dédication, n'est-ce pas? Donc ça, c'est comme les 3 thèmes de ces voyages qu'ils emmènent les jeunes cadres et qu'ils essaient vraiment que ces valeurs soient en eux pour qu'ils soient vraiment prêts à être des cadres professionnels pour cette organisation. Bon, je pense qu'en grosso modo, c'est ça. Okay, so we're really, really excited to have this panel. As you might notice, our sister comrade Segunda from Guinea-Bissau couldn't be on with us. Unfortunately, she had a family emergency that prevented her from being here. We did actually initially invite maybe about 6 or so women, each from different parts of West Africa region. And one by one, different things came up that prevented their ability to be here. So I think, that might speak also to some of the structural and material difficulties and challenges that we face as women organizing in the West African region. But we are very happy and very privileged to have Fatou and Kehinde with us here. I think, in a way, it really worked out because we'll be able to have a more intimate and more conversational type of dynamic. And I feel like, personally, I have very close connections to both Burkina Faso and Nigeria. So I think
this will just be like an interesting discussion for us. Thank you, OK. Covered. So, originalement, on était supposé avoir plusieurs femmes, en fait, sur cette panel. Le chiffre original, c'était même supposé être cinq sœurs. Mais tout à petit, on a perdu plusieurs membres. Et ce matin, on a même une autre sœur ne pouvait pas encore nous rejoindre, celle qui était sur le poster. Mais on trouve que le fait que nous avons cette difficulté, en fait, même de recruter des femmes pour un webinaire comme ça, en fait, ça parle un peu aux difficultés que les femmes ont d'être engagées, n'est-ce pas? Parce qu'on a eu d'abord même la difficulté de pouvoir les avoir ici. Donc oui, la panel va être un peu plus courte. Il y a moins de personnes qui vont parler, mais INEM va profiter pour rendre ça un peu comme un peu un système comme de conversation. Surtout qu'on a la chance que INEM, elle est connectée au Nigeria où Zakaria vient et elle aussi carrément au Burkina Faso où Fatou est. Donc, elle a une bonne liaison en fait entre les deux. Okay, so why don't we get started with the questions? So the first question comes out of a lot of discussions I've been having both personally with Fatou, as well as, you know, I was in Nigeria in December. Unfortunately, Zakaria and I didn't get to meet face to face because I couldn't make my way to Ibadan during my time there. But I did have some discussions with numerous people, and we did chat a little bit. And so I think out of a lot of the conversations I've been having recently, you know, this question has been in my mind, which is a very basic one. It's just, you know, to start out with, like, how are we just received as, you know, women organizing in the West African region in our specific locations, you know, in Burkina Faso and in Nigeria? What are some of the typical reactions that we get as women who are extremely sort of like politically educated and politically engaged, both within Pan-African spaces and then also like when we go out into the general public with our ideas and our politics? What is the reception? Je vais juste translate la question. Elle est en train de demander, bon, en fait, c'est quoi les réactions que les femmes africaines, les femmes panafricanistes, quelles sont les réactions typiques des gens à leur égard, que ce soit dans les espaces panafricanistes, militants, révolutionnaires et même juste au grand public, dans les espaces de tous les jours? C'est quoi la réaction que les gens ont face à vous, face à votre développement, votre conscience qui est plus élevée politiquement, n'est-ce pas? There's not really any order. Okay, Fatou, since you are muted, you can speak. La question, c'est à moi? C'est à vous deux, mais tu peux répondre. Et puis, comme tu as déjà découpé le micro. D'accord. Déjà, je peux dire que c'est pas simple, c'est pas du tout évident d'être, comme on appelle ça, une femme dans la lutte, surtout personnellement au Burkina, je ne sais pas pour les autres, mais personnellement au Burkina, c'est pas du tout simple. Parce que on dit, puisque ici, on dit que la femme doit, disons, être soumise, ne pas remettre en cause ce que l'homme dit. Du genre, elle doit être douce. Et douce, on ne peut pas être douce comment on appelle ça, en remettant en cause ce que l'autre dit, ou bien on ne peut pas être douce en vouloir comprendre, en vouloir réagir à d'autres choses, en vouloir prendre position. Ça, c'est déjà pas possible. Du coup, ça, c'est déjà écarté. Et de là, on trouve que il faut voir que même les femmes, c'est pas que les hommes, même les femmes qui ne sont pas dans la lutte, taxent les femmes qui sont dans la lutte de vouloir se masculiniser, en fait. Voilà, de vouloir être, de vouloir se prendre pour des hommes, de vouloir porter le pantalon comme on a l'habitude de le dire. Et au-delà de ça, pour les femmes dans la lutte, pour avoir, par exemple, une relation en tout cas, disons, amoureuse, un peu stable, c'est un peu compliqué parce que étant dans la lutte, il y a des choses qu'on comprend, qu'on arrive à, comment on appelle ça, des choses qu'on ne supporte pas. Parce qu'au-delà de cette lutte, c'est vrai, on est dans une lutte pour l'émancipation de l'Afrique, la libération totale de l'Afrique, mais c'est également une lutte anti-patriarcat. Donc, évidemment qu'il y a des choses que nous, on comprend qu'on ne supporte pas. Et là, c'est
c'est comme si on bouleversait complètement les codes, voilà, les codes de la société actuellement. Et ça, en ce moment, on est passé pour comment on appelle ça, le mouton noir. Voilà, en quelque sorte, le mouton noir qui brise les codes, qui n'est pas une femme mariable, qui n'est pas une femme soumise, qui n'est pas, qui est tout en partie, qui n'a pas le temps pour sa famille, qui n'aura pas le temps pour ses enfants, qui ne peut pas gérer une vie de foyer et blablabla et blablabla. Donc, c'est pour dire que c'est pas évident. C'est pas évident d'être une femme dans la lutte, surtout au Burkina, mais comme on est dedans, bon, on fait avec. Okay, this is great. Okay, so Fatou was saying that being a woman, and she mentioned like this is within the context of where she is in Burkina Faso, right? Someone who lives there. She said it's not simple. It's not simple to be a woman who's engaged in the struggle because here women, she said a lot about, she used the word soft, that women here are expected to be soft, right? And you can't reconcile being soft with being outspoken or with being someone who has an opinion that opposes a man's opinion, perhaps, right? Or to take very strong positions. And this kind of reaction, she mentioned, you don't just get that from men, but you actually get it from women as well, women who are not in a struggle, who then, they call women who are engaged in a struggle, women who are manly, that their behavior is too masculine. They are trying to take the place of the man, right? And then she also talked about that, as a woman who's engaged in a struggle, right? There are certain things that like she no longer accepts. Like there's certain things that she now understands as not being acceptable, which then, which I guess puts her in a position where she has these stronger positions and she has these strong opinions, and then she's now seen as this black sheep essentially, right? And women like that, women who are in the struggle are more conscious and don't accept certain things, right? These are women who are deemed as not as desirable, not as marriage material. This is someone that's seen as she's kind of in a way kind of has abandoned her family because she doesn't have as much time for her family because there's other activities for her to do, right? So all in all, it's not easy, but got to do it. Basically what she said. Thank you, Prudence, and thank you, Fatou. Okay, Zachariah, how would you respond to this? What are some of the typical reactions that you get organizing on the ground in Ibadan, Nigeria, with your political sort of commitments and your ideology? Okay, thank you, Comrade. Actually, the reaction people have is actually very like among the general opinion. So I would like to use the general opinion before I go to my to go with like Pan-African like space. So from the general opinion, like Nigeria society is a patriotic society. So and they see men as authority over women, which is a power structure that man is the dominant. So when they see a woman, when they see like revolutionary women, so they feel threatened. They feel threatened that someone is there to challenge the status quo, the existing law, like the norms that seems normal to them. And also this always leads to oppositions to revolutionary ideology. Like they see women as radical and threatened to the status quo. So they feel like their power and authority will be challenged. And they see with such women as someone that she can't have a settled family because there's no how the man will be like, you cannot be submissive as a woman, that you are in struggle. So they also, due to the nature of the society, stereotype, prejudice, like people try to be biased and discriminate against you and see you as one of like someone like the first speaker said, that black sheep, like you are one of those that they see you as enemy. Like even women from even some of my female comrades, like my friends call me, they'll be like, Kenny, why are you doing this struggle? What do you get from it? Like you don't get anything. Like so it's like people opinion when they see any comrade, like any female comrade, they felt like they are actually disturbing the norms of the society. So that's the general opinion. So now people reaction within my movement. I would like to answer based on my experience because my organizations we have always been supportive, and it's like their reaction is always positive because they really love when they see women in actions
Like when they see female comrades, it's always their pride that they have a female comrade that can actually challenge the abnormality that people felt is normal in the society. So they always appreciate African women and the struggles and the commitment. And they see us as an empowering figure who challenge the status quo and work towards the equitable society. So it's always been like they always support and encourage women. Like they always, any female comrades among us, they always encourage them because this is what they have been aspiring to, have more female comrades to also come and to challenge abnormality in the society. Thank you. OK. Je vais bon, ce qu'elle a dit, elle a d'abord divisé entre la réaction du public et après la réaction dans les cercles révolutionnaires panafricanistes. Donc, elle a dit que dans la réaction générale, bien sûr, le Nigeria est une société patriarcale, n'est-ce pas? L'homme est vu comme celui qui est le chef de la société, celui qui doit dominer. Et elle a dit que alors, dans le public général, voir des femmes révolutionnaires qui sont très opiniées, c'est comme quelqu'un qui est en train d'essayer comme de challenge le statut de la société, n'est-ce pas? Les femmes là sont vues en fait comme l'ennemi de la société parce qu'ils sont en train de perturber les normes de la société. Donc on voit que ça, c'est même un problème à l'ensemble de la société. Et elle dit pourtant dans ces cercles, dans son organisation, les hommes, ses camarades hommes, ils apprécient cette perturbation, ils apprécient le fait qu'une femme panafricaine, une femme révolutionnaire, elle challenge en fait le statu quo. Donc, elle trouve que c'est dans son cercle, dans son organisation révolutionnaire qu'elle est beaucoup soutenue parce qu'ils comprennent l'importance de cette perturbation en fait, que les femmes panafricanistes qui sont très hauts, qui ont beaucoup d'opinions, offrent à la société. Thank you so much for your response, and thank you for the translation, Prudence. So the second question, so again, I think this is also coming out of some of the things that I have also witnessed and experienced myself, particularly in Burkina Faso. Sometimes even though Burkina Faso is in a state of really heightened political consciousness and mass revolt against imperialism, I have found myself on many occasions at Pan-African events and activities where maybe there'll be 50 people in a room and I'll be the only woman that's there. And so just I guess speaking personally and thinking about also again conversations I've had with sister comrades, sometimes it does feel like there's a bit of a loneliness to being a woman organizing for revolutionary Pan-Africanism, at least out on the ground in Burkina. And so one of the ideas behind this panel was that we had wanted to invite women from all across the region so we could kind of begin planting some sort of seed of connection between us, having a conversation that could lead to some sort of relationship between women organizers across various West African countries. And unfortunately, we didn't really get to have as many of the panelists as we would have liked, but we do have two excellent panelists. So the question is, what can we do to connect among each other as revolutionary Pan-African women who are organizing in West African region? So what can we do to kind of build a relationship and begin to know and work together? So I'll let Prudence translate the question and then we'll give it to Zachariah first. OK, donc Inem a d'abord un peu, avant de poser la question, elle a un peu parlé, même la question qui est, en fait, elle veut savoir, n'est-ce pas, parler un peu du fait qu'on sait que, bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de femmes panafricaines engagées, n'est-ce pas? Et peut-être celles qui sont engagées peuvent se retrouver dans des situations où ils sont peut-être seuls, n'est-ce pas? Et ils se sentent un peu éloignés ou isolés. Et c'était même d'abord une conversation qu'elle a eue comme ça avec certains de nous qui a même mené à la création de cette conférence, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on s'est dit que nous devons commencer à vraiment être un peu plus intentionnels à relier les femmes panafricanisme ensemble parce qu'on sait que d'abord, on est peu et on est encore isolés. Donc, c'est même la raison pourquoi on a eu ce panéliste. Et la question est que nous savons que beaucoup de femmes panafricanistes à travers l'Afrique de l'Ouest
qui n'ont pas vraiment des partis de masse, n'est-ce pas, établis en Afrique de l'Ouest. Comment est-ce on peut créer des liens entre les femmes panafricanistes dans cette région, qui vivent dans différents coins de cette région, afin que on pouvons d'abord se connaître et aussi nous pouvons travailler ensemble. Okay. Yeah. Thank you, comrades. So, building connections among revolutionary Pan-Africa is very important to the African struggle. So, my suggestions and what I felt like it could be of so one, I felt creating online platform. I know we always have a way to connect, but I felt creating this online platform is a way that we can actually come together. We can collaborate together, we discuss, we organize an event and share ideas. So also it will be a way to get to know more of our female comrades. So then organizing regional conference or garden, like I felt we should organize regional conference. This will also provide opportunity for women from different areas to come together. And also we can invite the experts like people like revolutionary women that they have an experience, experts in Pan-African struggle. Also it will serve as an inspiration for the coming young women to also see, like, when you see people you inspire, people that you see they can share the history of African women in a detailed way, then when you see them, you feel so like inspired and encouraged to even like, okay, what are they doing there? So I felt these are another ways we can actually connect and have a strong. The mentorship program, I felt the essence, like if we were to actually encourage more African women, I felt there should be a mentoring program for women so that they can actually have a training. People can learn from experienced comrades, and guide the young revolutionary women. Pair up women with similar interests. It is also actually a way to bring connection, because as we are also connecting, we are also learning from each other's. We are gaining from each other's. The second to the last, we have I felt facilitating regional visits, like going to each other's space and country to learn about each other's culture. And I think this is what has been existing. We could see in the history of our past hero, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Willie Mandela, all those, they always go to each other's countries to learn about each other's and also provide the solidarity to each other's. So I thought this is another way. So I would like to make a point. It is important to know that building connections among African women is not something that is easy. It requires active engagement, ongoing communication, and commitment. So we need to be committed and we need to be patient, because it's going to take time, effort, and resources. But I felt if we can actually put our energy and effort into it, then we are going to have a meaningful and a strong connection for Africa cause. Thank you. Wow. OK, je vais traduire ça. Ça, c'était vraiment excellent. Donc, notre sœur, elle nous a donné, en fait, elle a bien réfléchi sur cette question puisqu'elle nous a proposé plusieurs façons dont on peut vraiment surmonter ce challenge. Elle salue d'abord les plateformes comme celle-ci, des plateformes en ligne qui nous permettent de discuter, de partager des idées et même juste d'apprendre à se connaître. Elle a aussi parlé de la nécessité d'organiser des conférences régionales. Comme ici, on est en train de parler particulièrement des femmes africaines en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? On doit essayer d'avoir des conférences qui réunissent ces différentes femmes qui sont engagées, mais elle a aussi parlé d'ajouter aussi des femmes panafricaines qui sont un peu plus âgées, qui sont dans la lutte pour beaucoup de temps, parce qu'ils peuvent servir comme inspiration, n'est-ce pas, aux jeunes femmes pour voir que voilà des femmes âgées qui sont dans la lutte, qui ont été dans la lutte, ils ont eu des vies complètes, des enfants et tout ça. Et elle a aussi parlé en fait de créer des situations où on peut où ces femmes qui sont engagées depuis longtemps peuvent servir de mentor pour les jeunes femmes, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent les parler de comment est-ce que leurs expériences ont été. Je pense que c'est très important le lien entre les jeunes femmes et les femmes qui sont plus âgées et qui ont engagé, parce que c'est un exemple que c'est possible d'être une femme, d'avoir une vie et de rester dans la lutte. Et elle a aussi cité le fait qu'au passé, beaucoup de nos ancêtres, ils voyageaient, ils allaient se voir, ils avaient des conférences à travers l'Afrique et ils bougeaient pour se rencontrer. Et la nécessité de faire cela, de voyager pour se rencontrer, et elle comprend que oui, ces choses vont nécessiter
beaucoup d'engagement, beaucoup de patience et des ressources et aussi une dédication vraiment très ferme, mais cela est vraiment nécessaire. Donc, merci, Kani. Thank you so much. That was a really wonderful response. And I really appreciate, you know, what you said about mentorship that was great because I haven't thought about that yet. So I really appreciate you raising it. Fatou, how would you respond to this question? So just to repeat the question again, so what can we do to build relationship between revolutionary Pan-African women who are living in different places, so that we can have some way of knowing each other and working together? Tu veux que je répète la question en français? Non, c'est bon. OK. J'applaudissais tout à l'heure la camarade Zakaria parce que en vrai, elle a tout dit. Elle a tout dit par rapport à ça. Il faut reconnaître que le problème qui manque actuellement, c'est comment on appelle ça? À la lutte des femmes en Afrique, c'est cette connexion. Et cette connexion, qu'elle soit physique, qu'elle soit, comment on appelle ça, je dirais à travers les réseaux sociaux et tout ça, il en manque beaucoup. Et ce genre de panel, c'est déjà en plus parce que ça va nous permettre non seulement de se rencontrer, de se connaître, même si c'est virtuellement, parce que elle, personnellement, je ne la connaissais pas. Mais là, ça fait déjà un contact de plus dans la lutte. Et il faudrait travailler à voir comment créer cette connexion parce que les déplacements, il ne faut pas oublier, c'est très compliqué en Afrique actuellement. Pour aller de tel pays à tel pays, il faut excessivement de moyens et tout ça, donc c'est compliqué. Mais on a la chance, c'est qu'on a des réseaux sociaux et on pourra en profiter, comme on appelle ça, amplement. Donc, ça sera de créer une connexion, de créer des, comment on appelle ça, je dirais, pourquoi pas créer une plateforme, je ne sais pas, en tout cas créer quelque chose autour duquel on pourra peut-être se rencontrer de temps en temps. On peut, par exemple, dire une fois par mois, on a, comment on appelle ça, comment on appelle ça, une rencontre. Voilà, une rencontre entre les femmes qui sont dans la lutte en Afrique. Une fois par mois, on se rencontre pour discuter des, comment on appelle ça, des réalités, comment on appelle ça, ce qu'on peut apporter dans la lutte, qu'est-ce qu'on peut corriger et tout ça. Quelle femme a besoin de quel soutien et tout ça. Donc, je pense que si on essaie de faire comme ça va beaucoup nous aider. Et dans cette connexion, ça va également permettre de trouver des opportunités pour pouvoir se déplacer comme la camarade l'a suggéré. Mm-hmm. OK, one sec. Et aussi, j'applaudis sur la question de mettre comment on appelle ça, les femmes plus âgées, les femmes qui sont dans la lutte, qui ont resté dans la lutte depuis le début jusqu'à maintenant, ou ceux qui sont rentrés très jeunes et qui sont toujours dans la lutte, parce que c'est des expériences, quand on les écoute, qui forgent vraiment. Je peux dire que moi, personnellement, j'ai eu à discuter avec une dame qui a été dans la lutte depuis très longtemps, et après ça m'a vraiment remotivée. Ça m'a donné encore plus de courage, ça m'a montré que je peux, en fait, contrairement à tout ce que les gens me disent, je peux être cette femme accomplie en étant dans la lutte. Donc ça, c'est très, très important. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Okay, excellent answer. Okay, first she was just saying like she really like was clapping for Zakaria because her answer basically said it all. What she said, you know, what's really lacking right now amongst our spaces as Pan-Africanists is like women to women connections, right? Whether it's physical or it's virtual. She speaks about this panel, which, you know, this is great because this panel has given her a chance to meet Zakaria, who she did not know before. She also mentioned that, you know, movement in Africa is not always easy and, you know, it's not always cheap. But in the meantime, we're lucky because we can utilize social media.
she talked about, we could decide to pick a space of some type where we can meet on a monthly basis, African, women in the struggle, she means, in order to, be able to just be in touch with each other, talk about, our realities, what are we going through, what are the errors we've been making, and then, what support is needed. And she said this connection, although it may begin virtually, can of course lead to us planning in-person link-ups in the future, right? And she really commends again at the end, the part where Zakaria made about, connecting elders, women who've been in a struggle for a long time with young women. And she talks about her, when she got a chance to meet, I'm assuming this is when she went to Guinea-Conakry, when she got to meet women, Pan-Africanists, who were like older women, who had had full lives and who were moms and got married. And it was really inspiring for her to see that, yes, I can be in the struggle and I can have all of that as well, So she thought that was quite moving to her. So she really salutes the comment about like the necessity to linking young women with elders who are in the struggle as, a form of inspiration, and to just keep us in the struggle, because it's possible to have it all, I guess. Thank you. Thank you so much, Fatou. And thank you again for the translation. So the next question. So we've already mentioned some of the challenges that face women in our organizing areas, but maybe we can now speak about so what are some of the biggest challenges, maybe besides those we've already mentioned, that prevents some women from being able to fully commit to joining revolutionary Pan-African organizations? And also, what can our organizations do to better recruit and also retain the women that we have recruited? OK, so la question, c'est, on a un peu parlé des challenges, oui, mais peut-être qu'on peut parler des défis spécifiques ou les plus grands défis, en fait, qui empêchent vraiment les femmes à s'engager pleinement dans les organisations révolutionnaires panafricanistes. Et qu'est-ce que nous pouvons faire dans nos organisations? Qu'est-ce que les organisations peuvent faire pour surmonter ces challenges et pouvoir recruter et aussi retenir les femmes dans les organisations? Who's asking? Who are you asking to? Why don't we give this to Fatou first? Okay, can I? Okay, no worries. Go ahead. Yes, you can go. Can I? Yes. Yes. Thank you. Okay, sorry, please just give me. Okay, now, okay. Like the challenges is actually varies, but I'll try to make points on the general aspect, like which has from every angle. I think these are what have been happening to us. So, but we must note that women as well as active participate in liberation movement throughout the history, though there are always been a barrier or some challenges which need to be addressed. So I'll try to state the challenges first before I before I talk about what needs to be done. So first, gender role, which is gender biased, and it is a traditional gender roles which creates barrier for women. Like this, like I said in my first question, I said we are in a society that they see women that they should actually be at home and not to be like, they don't see them in the forefront, like coming and defending for their rights. So traditional gender role has always been one of the factors that has always hindered the women in participating, which always leads to exclusions from decision making. These are one of the factors that has always been affecting the women. Two, safety concern. Another thing we need to consider that some might even be interested in actually joining Pan-African Revolution, but their safety in time is not only about security, about how are they welcome within organizations, because we know that a Pan-African movement is actually basically men organization, like dominant, like it is mainly men. So are they actually welcome? Like, are they actually feel like, can they feel safe? Will they not be like, should they will not harass them? These are the questions we need to ask. Because there was a time, there was a time I went to Abuja. I was the only female among the 15 comrades that went to there. So it's because of the way the guys actually make me feel. They put my interest
at first, like they always there for me and like support and try to pay attention to details. But in some organization, did they actually do this for their women, like look after them? Because these are the things we need to consider. That are they, like some comrade, they might say they might actually comrade, but they're actually harassing female comrades too. So all these things we need, these are the questions, these are the challenges that female face. They might not want to say it because they felt if they come out, who is going to believe them that comrade, one of the comrade within the organization actually is harassing them? So safety concerns is one of the challenges that makes women to withdraw, because some might not talk, because we have people that have already joined the organization but they decided to withdraw. Why are they withdrawing? There's something might have happened that they didn't feel comfortable with, but they won't say it because the society might not believe them, especially the revolutionary space. They might not believe them. So me, if I'm going to a program, I know I'm always free with my comrades. They don't see me as a female. We see ourselves as a comrade. So also those are the concerns. Then commitment, like someone said that, like I think my comrade sister actually said something. We need to understand that as a women, the biological factors that make us not to be, like, always make us at times inactive. That's one of another things we need to consider. We need to go, because as a woman, if let's say we have a comrade who is pregnant, we can't expect such comrade to be fully active, because that's the biological factors that has already been existed. So there are some challenges that actually hold women, but aside from the gender role, the society, but these are biological factors. But we comrade, are we also giving them space to actually give them that space for them to, like, that period that they need? So we can't just conclude that because women are not at that moment, we feel like because they are not active at that moment means that they are actually not active. We sincere as a comrade, we're actually also not being sincere with our female comrade. We need to understand the gender differences. And these are also one of the challenges, that some female comrades cannot even freely come. Like, okay, they said, okay, female, we need, like, some people will say, hey, you are a female now, and you are also fighting for the interest, that you need to be always active and always ready to do this. No, we can't actually, we have some biological factors too, which is also one of our challenges. That one is against us already. But we as a comrade, we actually need to calm down and give them space to actually eat from that. Then we have lack of resources and support. That's another one that we should consider, that it has not been easy for a female comrade to actually is being in the struggle. We actually need support, understanding, courage. Like, these are what we actually need as a female comrade, because to come outside to fight against a lot of people is actually not easy. Is that if a man go to a society and was like, okay, let's do this, let's do that, they actually always welcome them. But we women, if we went, like, they won't give us audience. They feel like, who is talking? Like, those are the things that it always discourage women, that even if I want to say something, they will not welcome my opinion, which is actually bad. So we need to support the interest of the women. And also we should try to create a networking for women, like, let them network, let them also be in the leadership role. Also, if you give them the chance, that's also another way to also overcome that. Because when a woman is not well, when we are not giving them, because I can actually say some specifically organizations that I witnessed in Nigeria, that they said they are for interest of the masses, they are Pan-African, and they are actually going against, they are not supporting their women. They still allow the women to be at the back seats. So even these are the challenges that it happens within organization space. It's not only within society, organizational space, and lack of ideological training for the African women too. Because I felt when you are ideologically inclined, it will be easy for you to actually fight for the interest. If you don't understand what you are fighting for, if you don't understand the cause of the struggle you're actually fighting for, it won't be easy for you to actually fight for such cause. So that's those are my points. I felt lack of ideological training is also one of the reasons, like one of the challenges that women are also having. So also, what can be done? What needs to be done now? I think through education, we need to educate our comrades ideologically. Training is very important to overcome, like, for more understanding about Pan-African movements. What is actually revolutionary? Like, what we actually mean by revolution? Because I'm very sure majority of comrades are hearing about Pan-African revolution, anti-imperialist socialism. Did they actually understand it?
Do we actually understand this, all this the purpose of this organization, the purpose of why we are here? Do you actually understand it? The leadership opportunity, giving opportunity for what needs to be done. We need education. Like then this leadership opportunity, we need to provide opportunity for women to take leadership role within Pan-African organizations by supporting and encouraging them. Then creating awareness. We need to create awareness for our people, like within our members. Let them know what Pan-African Revolutionary Women is for and how they can actually join. What are the things they need to do? So we need to start creating awareness among our environment, within our environment, before we now come outside to the world. Okay, we are trying to do. Let's just start from our home. It's just like let's start from our community. Awareness, creating that awareness. We need to let people be like, women voice need to be heard. Like we must be known. So these are what we also need. Then lastly, I think engaging the young women too, that is very important. We need to start training children from this young age. From the young age, I think we need to start training the young, especially young, like let them see, because in Africa now, they train a girl child to be, like they train her for only marriage sake. So we need to start from our home to train the young girls to be self-dependent, to be able to comfort any kind of abnormality, any kind of norms that is not okay in the society. So lastly, we need to work beyond librarian feminism and gender and advocacy for. My whole point here is that we need to work beyond librarian feminism and advocacy for gender rights. What we need to do, we need to start to fight for the interest of the women, and also struggle to fight for the, like, to uproot the problem from the grassroots, and which is the capitalists. As a revolutionary women, we are not only fighting for the advocating of the women voice to be heard. No, we are also challenging the capitalist system. That is what actually bring about patriotic society, inequality in the society. That's the cause root. That's the beginning of injustice and inequality in the society. So I felt we need to start not only fighting or advocating for the rights of the African women, but also to start fighting and challenging the capitalists together as a Pan-African movement people. Thank you. OK, je vais Sorry, take it away. OK, thank you. Je vais traduire ce qu'elle a dit. Bon, elle a d'abord parlé, une première barrière d'abord, c'est les rôles traditionnels que nous trouvons dans les sociétés africaines, n'est-ce pas, ou le rôle traditionnel des femmes versus le rôle traditionnel des hommes, ce qui crée d'abord une barrière pour les femmes si on met déjà les hommes en haut, les hommes comme celui qui doit parler, ce qui doit avoir la voix la plus forte, n'est-ce pas? Elle a aussi parlé de la sécurité des femmes, en fait, dans ces organisations. Elle dit que beaucoup d'organisations, comme nous le savons tous, sont dominées par les hommes, n'est-ce pas? Et elle a parlé d'elle-même, elle s'est déjà trouvée dans une situation où elle est allée dans un voyage comme ça et elle était la seule femme dans un groupe, tout le monde était un homme à part elle. Et elle parle que quand on est dans une ambiance où il n'y a juste que les hommes et peut-être le nouveau membre, c'est une femme, quand on se trouve dans une situation où peut-être la femme, là, maintenant, elle est peut-être harassée par un membre homme, c'est difficile pour elle maintenant d'aller dire, de s'adresser à l'organisation parce que quelle est la chance qu'on va la croire, elle, nouvelle femme, dans une organisation remplie d'hommes qui sont là depuis, n'est-ce pas? Elle a aussi parlé du facteur biologique, bien sûr, les femmes tombent enceintes. Et quand elles sont enceintes, elles parlent, est-ce qu'ils sont même vraiment encadrés? Est-ce que les organisations comprennent que comme femme enceinte, elle a moins de capacité, elle a besoin de plus de soutien? Est-ce que ces organisations, est-ce qu'ils sont là pour l'encadrer pendant ces moments? Est-ce qu'ils sont supportifs? Elle a aussi parlé de la nécessité qu'on mette les femmes dans les rôles de leadership, que certaines organisations, ils vont parler, oui, la libération de la femme, et quand on voit dans leurs organisations, les femmes occupent la place la plus basse dans leur organisation. Elle a parlé que c'est important même pour motiver d'autres femmes, que quand ils viennent dans une organisation, ils voient aussi des femmes en haut, les femmes qui parlent, ceux qui sont vraiment dans le leadership. Elle a aussi beaucoup parlé sur la nécessité de l'éducation politique, surtout une attention sur l'éducation politique des femmes, n'est-ce pas? Et une éducation
Et dans ça, elle a aussi parlé même de la nécessité de commencer cette éducation à un très jeune âge. Elle dit qu'en Afrique, c'est coutume pour nous de commencer à enseigner les jeunes filles comment être une bonne femme, une bonne madame de maison. Mais il faut aussi enseigner un enfant, une femme, une jeune fille, un enfant, comment être, on doit lui parler aussi d'une éducation politique à un jeune âge, comment être révolutionnaire. Ce n'est pas toujours comment être la femme de quelqu'un. Donc, elle a beaucoup, beaucoup mis l'attention sur la nécessité de l'éducation politique et d'enseigner les femmes vraiment de comprendre que l'ennemi, c'est le capitalisme. Nous devons être des camarades contre le capitalisme. C'est ça votre ennemi. Donc, elle a beaucoup mis l'attention sur la nécessité de l'éducation politique et aussi c'est quoi awareness en français? Me and my French are leaving. Conscience? Oui, de lever la conscience, oui, thank you, de la société en ce qui concerne les rôles des femmes, n'est-ce pas? Il faut que ce ne soit pas juste les femmes, en fait, qui sont en train de se battre pour cela, mais on doit essayer de soulever la conscience de la société pour qu'ils comprennent que les femmes ont besoin d'être actives dans la révolution, ils ont besoin d'être actifs sur d'autres coins, pas juste du côté maison, enfant, bébé, mari. Et c'est tout. Thank you so much. Thanks for your response and again for the interpretation. Fatou, should I repeat the question or okay? The question is, what are the biggest challenges that are preventing women from being able to fully join, or at least some women from being able to fully join revolutionary Pan-African organizations? And what can organizations do to better recruit and retain women? Donc, elle répète la question, quels sont les plus grands défis qui empêchent les femmes à s'engager pleinement dans la lutte et qu'est-ce que les organisations peuvent faire pour recruter et aussi retenir les femmes? Je dirais, comment on appelle ça, l'un des problèmes pour recruter et puis maintenir les femmes dans la lutte, c'est déjà les responsabilités sociales qui lui sont incombées en fait. Parce il faut reconnaître que la femme, c'est tout. Elle est tout, ça veut dire qu'elle doit s'occuper de la maison. Suppose, on prend un exemple, quand je prends un exemple d'une femme qui est dans la lutte et de son mari aussi qui est dans la lutte. Les deux sont dans la lutte. Mais en fait, les responsabilités de la femme dans la lutte sont limitées parce que, en fait, les responsabilités de la famille lui sont incubées, en fait. L'homme, je veux dire, en fait, la société traditionnelle, surtout en Afrique, elle fait de sorte que la femme, peu importe ses responsabilités, ses charges professionnelles, elle a les responsabilités, les charges de la famille. Je me plains tout le temps, et quand je prends l'exemple dans ce sens-là, même des femmes qui ne sont pas dans la lutte, mais des femmes qui essaient de travailler, d'avoir une autonomie, une indépendance financière. Je prends généralement cet exemple, je dis, l'homme, il est marié, on a un couple, un homme et une femme, les deux sont mariés, les deux ont un boulot, et les deux commencent le boulot à 7h30, et les deux descendent à 17h. Et la femme se lève à 4h, doit se lever à 4h pour nettoyer la maison, préparer le petit déjeuner, apprêter les enfants pour aller à l'école. Pendant ce temps, le mari dort pour se réveiller peut-être à 6h, se laver, prendre le petit déjeuner que la femme a préparé et partir au boulot, souvent déposer les enfants ou pas même, ou même pas, comment on appelle, aider la femme à arranger ce qu'il a bu. Même sa tasse de café qu'il a bu, ça est sur la table. Il part, les deux sortent, ils courent, ils partent au boulot. La femme travaille, mais souvent même les charges de la femme même sont plus que les charges de l'homme au boulot. Mais malgré ça, ils descendent à 17h. La femme court soit pour aller chercher les enfants ou aller au marché, faire le marché, venir cuisiner, arranger la maison, laver les enfants, les apprêter pour qu'ils mangent, pour qu'ils prennent, comment on appelle ça, ils révisent. Pendant ce temps, l'homme, il est venu, soit il a quitté le boulot, il s'est assis avec ses amis en train de boire un verre, soit il est rentré se laver, et puis ressorti pendant que la femme est en train de se débattre, et puis ressorti, comment on appelle ça, prendre un verre avec des amis. Vous pensez que ces deux-là, même si la femme elle est super puissante, vous pensez que les deux peuvent avoir les mêmes rendements au boulot? C'est pas possible.
Donc, c'est déjà la question de la place, la question du rôle de la femme dans la société pose problème. Il y a plein de femmes qui veulent rejoindre la lutte. Mais quand elles regardent leur situation, c'est impossible. C'est impossible. Déjà, celles qui sont mariées, elles n'ont pas l'autorisation soit de leur mari, de leur conjoint, soit les charges sont un peu très compliquées à gérer, ne peuvent pas gérer la famille, gérer le boulot et gérer la lutte en même temps. Et celles qui ne sont pas mariées, elles ont très peur de s'engager pour ne pas, comme on le dit, pour ne pas être passées pour une femme non mariable. Donc, ça, c'est déjà un aspect très, 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 très important comment on appelle ça, de l'ensemble des femmes dans la lutte. Et deuxièmement, je dirais l'éducation. L'éducation, pas seulement politique, mais une éducation globale de conscientisation, parce qu'il faut que la femme prenne conscience de son pouvoir, de son plein pouvoir, prenne conscience en fait, de sa nature en tant que femme, pas en tant que, comme la religion et les sociétés veulent nous faire croire que la femme a été créée en soutien à l'homme. Il faut qu'elle prenne conscience qu'elle a été créée en tant qu'un humain à part entière que l'homme, et qu'elle est libre de ses choix, elle est libre de ses ambitions, elle est libre de prendre, de faire ce qu'elle veut de sa vie et de prendre les décisions, de s'affirmer tel qu'elle le veut. Elle le veut. Et déjà, une fois que ça va entrer dans la tête des femmes, elles vont comprendre que leur bonheur, leur épanouissement ne dépend pas d'un homme, et que elles vont comprendre que la religion, les traditions, comme on appelle sociétales et tout ça, sont patriarcats. Quand elles vont comprendre tout ça, je pense qu'on n'aura plus à aller dire à une femme de rejoindre la lutte. Parce que ça, c'est un problème de conscience. Déjà, actuellement, pour le côté professionnel, c'est en train de changer un peu. On a espoir parce que de plus en plus de femmes se battent pour leur carrière professionnelle que pour un foyer. Et ça, c'est déjà un pas. Et avec ça, avec cette conscience, je pense qu'à l'avenir, on aura plus de femmes dans la lutte parce qu'elles vont comprendre que c'est pas aux hommes, c'est pas à la société de décider de la place qu'elles doivent occuper. Quand on prend, par exemple, l'exemple de Thomas Sankara, pendant la révolution au Burkina, mais les femmes étaient là dans la révolution parce que leur place était, comment on appelle ça, leur place était claire. Elles ont compris que leur position dans la lutte, comment on appelle ça, elles ont compris leur rôle dans la lutte, dans la révolution. Voilà pourquoi elles étaient comment on appelle, au centre de la révolution. Donc, il faut que on amène les femmes à comprendre leur rôle, leur place dans la lutte, dans la révolution. Il faut qu'elles comprennent que si elles veulent vivre libre, si elles veulent vivre épanouies et tout ça, il faut qu'elles comprennent qu'elles-mêmes, elles sont déjà, elles sont sous, comment on appelle ça, sous, je dirais, excusez-moi, il y a mon chat qui me dérange trop ici. Disons, elles sont dominées parce que les hommes sont dominés par l'Occident et en même temps, elles sont dominées par l'Occident et elles sont également dominées par les hommes. Donc, d'abord, il faut qu'elles comprennent que pour elles arrivent même à être libres des hommes, il faut qu'elles soient dans la lutte pour que déjà la société africaine soit libre de l'Occident et en même temps poursuivre avec cette lutte comment on appelle ça, de la liberté des hommes. Donc, ça, c'est déjà, c'est un des aspects qu'il faut, comment on appelle ça, qu'il faut voir, des aspects qui empêchent les femmes de rejoindre la lutte. Maintenant, pour amener les femmes à rejoindre la lutte, c'est comme je l'ai dit, c'est juste essayer de conscientiser, essayer d'expliquer, de faire comprendre. Et pour faire comprendre, il faut aller vers les femmes. Il faut sortir. Je trouve que les organisations ici sont pas trop entreprenantes dans ce sens-là. Ne vont pas vers les femmes pour, comment on appelle ça, pour les expliquer ce qu'elles doivent comprendre. Ce leur fait comprendre leur place dans la société. Si, comme on le dit, comment on appelle ça, la mosquée ne va pas à Mohamed, Mohamed ira à la mosquée. Ça veut dire que si les femmes ne viennent pas aux organisations,
c'est aux organisations d'aller vers les femmes, où qu'elles se trouvent, dans les marchés, dans les écoles, dans les lycées. Comme la camarade l'a dit, il faut commencer très tôt. Partout où les femmes sont, il faut que les organisations arrivent à aller vers ces femmes-là pour les, comment on appelle ça, pour les amener d'une certaine façon à comprendre, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à venir dans une organisation. Et on ne peut pas aussi, même si on propose des avantages, genre de l'argent, quelqu'un à venir, par exemple, dans une organisation, quand la personne peut venir, mais quand cet argent ne sera plus là, la personne s'en ira parce qu'elle n'est pas venue avec une conviction. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de les faire comprendre, les mettre au devant des choses et les laisser choisir. Et ce soir, je vous assure qu'une fois fait, c'est à vie. Donc, c'est aux organisations de, si les femmes ne viennent pas, de sortir, d'aller vers les femmes, de causer, de faire des choses avec ces femmes pour qu'elles comprennent qu'elles sont très importantes dans la société. Okay, wow. That was quite the answer. Let me try to do my best to honor her. Okay. Okay, I'm gonna honestly tell the story that she told because I think it's really good the way she actually the way she said it. She like gave this example essentially of like imagine a couple who are both in organizations or something, right? No, actually no, imagine a couple who work at the same place, right? And they work from 7 a.m. to 5 p.m., right? The woman has to wake up at 4:30 in the morning, right? Because she has to get the kids ready for school. She's got to make breakfast, clean up the house before she goes. The man only has to get up at maybe 6 a.m., eat the breakfast that she already made, you know, and just heads off to work. Because again, the mom has already taken the kids to school. After work, you know, work's done at 5, but she can't go home right away because she's got to go to the market first. Then she has to go home, prepare the food, do all that, get everybody ready for bed. Well, as the man can finish work at 5, stop somewhere, go for a drink, then come home, eat the dinner, relax, and watch TV. Now, can we expect the man and the woman within this relationship to give their same capacity at work, right? And then she brought it back to the thing is like there are women in organizations who want to be as engaged as men, but they are overwhelmed by their social responsibilities, right? Because women do so much in their family life, right? So she talked about, you know, yes, women want to be in a struggle, but they can't really see how they can fit that into their already overwhelming schedule, right? So the married women are like, I don't know how I can do this. And then the non-married women fear joining organization because, oh, well, now I might look not wifey material and lose out on the chance of that family life, right? And she really, really emphasized on the need for the education of women because women, they have to understand that they, you know, they were not created as like some companion of men or something. They were created as their own individual, fully capable of making decisions for themselves, right? And that they have to be able to understand that, you know, these, you know, gender roles that have been kind of, you know, that we've decided that's just the way it is, you know, this is not something they should just accept, right? They need to understand this is like, these are symptoms of patriarchy, right? They have to understand that there's more to life for them than just being a wife and a mom, right? And this understanding can only come through like constant political education, right? They need to understand, and she gave the example, of course, when Thomas Sankara was the president of Burkina Faso, the emphasis he put on the necessity for women to be in the struggle. They have to understand that it's like a necessity, right? They have to be in the struggle because if they are, as individuals, as women, are ever going to be free, she said, they need to first liberate Africa, right? So it's kind of like they got to be in the struggle. And then I really like the thing she said, you know, if Muhammad won't go to the mosque, you got to bring the mosque to Muhammad. And she said that to mean that if women are not going to organizations, organizations must go to women, right? They have to find where are the women in their society? Are they at the market? Are they at schools? But the organizations must go to those women. They have to find them. They have to try to speak to them and recruit them. And again, make them understand that it is so critical for them to join the struggle. And then what else? Did I get that? Do you think I got that? I think that was the gist of it, basically. It was great. Yeah, those were both amazing responses. I really like these responses because
I feel like sometimes when we talk about what are the challenges facing our recruitment of women, or like, you know, what can we do to address patriarchy? We do typically tend to hear a lot about like the ideological struggles around, you know, how people are conditioned to think about men and women's role in society. And we tend to talk a lot about like the aspects of education that are necessary. But I really like that both of the speakers pointed out that it's ideological, but our ideology, where does our ideology come from? Our ideology is material. It's based in a material reality. So we have to both do like the education aspect, but we also need to restructure our organizations and restructure our society to be able to pick up certain weight, or to be able to like address certain ways that like that labor is sort of being unfairly sort of distributed. So I really like that we are able to touch on like both of the ideological and material aspects of patriarchy. I know that our guests probably have a lot of questions, so why don't I let Prudence translate that part, and then we can maybe open for Q&A. Oh, You have to translate that part. I don't know how to say all that in French. Il n'y a pas de problème. Je dis qu'en fait, j'aimais beaucoup ces réponses parce que souvent, quand on pose des questions de le problème avec le patriarcat et la subjugation des femmes, on a l'habitude de parler juste de l'aspect idéologique et l'éducation. Et c'est vrai, ça c'est une grande partie. Mais on oublie en fait que la culture, l'idéologie, c'est lié à la réalité matière, en fait, nos conditions de matière aussi. Alors, on doit faire l'aspect de l'éducation, comme vous avez dit, mais j'aimais beaucoup que vous avez aussi expliqué qu'il faut aussi changer les structures, comme les divisions de travail dans la société, les manières que, en fait, nos organisations s'adressent, en fait, à ces conditions matérielles différentes entre les femmes et les hommes dans un système patriarcal. Et aussi, maintenant, on va ouvrir pour les questions. Alors, si les gens ont des questions, maintenant, vous pouvez écrire ça et on va faire une question-réponse. Okay, yes, there's a sister here. Is Sohuna? Yes. Yeah, bonsoir, bonsoir, merci pour la parole. I cannot speak good English, and I am happy for the work what you are doing in the organization, and I want to know how is the organization of African Women, who is the basis for this organization. La base, le siège de cette organisation, c'est où? Laquelle? African Women. Ou bien c'est pas une organisation? On a deux organisations ici. Alors, on a peut-être pour les femmes africaines, il y a une qui est l'Union révolutionnaire de toutes les femmes africaines. Alors, il y a ça. Et puis, l'autre sœur est avec Amilcar. Pardon, l'Union quoi? L'Union révolutionnaire de toutes les femmes africaines. L'Union révolutionnaire de toutes les femmes africaines. Oui. Et alors, puis? tu peux répondre à sa question. Bon, j'aimerais savoir, comme vous m'avez dit, l'Union révolutionnaire de toutes les femmes africaines, j'aimerais plutôt avoir les contacts pour entrer en contact avec l'organisation, parce que je me suis dit que, le panafricanisme, c'est une cause très noble que nous faisons. On a eu un moment sombre dans notre histoire qui est la colonisation. La colonisation, je considère la colonisation comme... je compare ça à un phénomène, problème nature catastrophique qui vient, qui bouleverse, qui détruit tout. Et si le temps passe, il faut qu'on rebâtisse tout ce qui a été détruit par la colonisation et pour réhabiliter la culture africaine et poser des actes. Il ne faut pas rester seulement dans la théorie, aussi poser des actes concrets pour
atteindre ses objectifs. C'est pourquoi, bon, je trouve bon que, bon, on soit liés dans des réseaux pour pouvoir, comment on appelle, s'échanger, échanger les idées afin que chacun puisse voir comment il peut agir dans sa nation pour pouvoir aider les femmes à évoluer et tout ça. Et Est-ce que comme je on peux- l'a dit Oh. dès le début, il s'agit d'aller vers les femmes et puis, il est certes, ce travail, c'est dur, mais il faut faire ça. Et je sais que, bon, ce que j'ai constaté est que quand des personnes se mettent ensemble pour faire de bonnes actions et qu'ils rencontrent des obstacles, ils sont démoralisés, découragés et ne veulent plus faire. Moi, je trouve que, bon, il faut être persévérant dans ce que l'on fait. La vie est faite de ça, de problèmes et d'obstacles qu'il faut surmonter. Et quand je prends l'exemple des voleurs, par exemple, les voleurs savent qu'il y a la police, qu'on met en place des mesures pour les surveiller ou bien pour les traquer, mais ils ne se découragent jamais. Ils sont ingénieux et puis ils ont toujours de nouvelles idées pour contrecarrer les policiers et tout ça. Donc, nous qui militons pour de bonnes causes, nous devons savoir en tant que notre tâche est difficile, mais on ne doit pas se laisser décourager par les obstacles qu'on va rencontrer. Il faut savoir que même si on n'a pas pu atteindre un grand nombre de personnes, au moins, ce qu'on a pu faire là, ce sont des graines qu'on a semées qui vont pousser et porter des fruits plus tard. Et si chaque génération fait ça, bon, au fur et à mesure, bon, par la grâce de Dieu, on va se relever un jour. C'était mon apport. Je peux savoir, vous êtes localisé où? Bon, je suis togolaise d'origine, mais je vis actuellement en Allemagne. Ok, je vais un peu traduire. So, our sister is from Togo, but she's currently living in Germany. So she kind of had, at first, she was actually asking about what women organization are organized this, because that she was interested to hear more about the All African Women's Union. So, peut-être que vous pouvez mettre votre email dans le chat et une des sœurs qui fait partie de cette organisation va vous contacter. OK. So one of the sisters from the APRP can reach out to her. So she talked about how colonization is a catastrophic phenomenon that destroyed everything, right? And now we're in the process of rebuilding and rehabilitating African culture. She talks about the necessity to build networks amongst women. And, you know, she recognizes that often women come in and leave the struggle because, you know, something might happen. There might be like a tragedy that falls and it pulls us out of the struggle, right? But we have to persevere, you know, because we have to be able to not get discouraged through these obstacles. And then she gave a funny analogy of like thieves who like continue, like even though, you know, they know the police is after them, they keep finding new strategies to like outsmart the police and keep stealing. So we have a noble cause, so we can't, you know, get discouraged. We need to keep pushing through despite whatever challenges that might pull us out of the struggle. We have to find ways to stay in the struggle. Oui, parce que bon, je suis écrivaine, je continue s'il vous plaît, je suis écrivaine. J'ai écrit des livres pour sensibiliser la population africaine sur certains faits. Et puis aussi, dans le cadre de la révalorisation ou bien la réhabilitation de la culture africaine, j'invente aussi des jeux avec des personnages africains, les héros, les élites africaines qui ont lutté contre la décolonisation, qui ont fait des inventions dont bénéficie le monde parce que ce sont des gens à qui on doit rendre hommage et qu'on doit faire connaître à la population noire pour qu'ils sachent qu'ils ont des modèles à suivre au lieu de toujours se tourner vers des peuples étrangers qui ne les aiment même pas. Okay, our sister is also a writer. She's been writing a lot on different revolutionary African women, I mean, and just general figures of the revolution as a form of, you know, raising the consciousness of people where she's at, you know, teaching them about their great history. So there's, oh, sorry, Okay. go ahead, Inem. I think two questions. I don't know if you, what you Yes. think, but I think I see one question, you know,
I think it's worth to address because we are like obviously a revolutionary Pan-African socialist space. And so I feel like we've talked a lot about patriarchy, kind of maybe under the assumption that people are familiar with Pan-Africanism and revolutionary Pan-Africanism already. So maybe we can address this question here, like what is the relationship between patriarchy, capitalism, and imperialism? And then I see another question. I think maybe we'll go to the second question after that one on the condition. So you got that one, right? To translate. OK. Eva, il y a les questions. Bon, on a peut-être assumé, peut-être qu'on a manqué de clarifier certaines choses au début parce qu'on utilise beaucoup le mot panafricanisme, patriarcat. Peut-être que ça aurait été important, peut-être, de définir certaines de ces choses au début. Oui, et clarifier en fait quelle est la relation entre le patriarcat, le capitalisme et l'impérialisme. Ils ont quelle en fait relation entre ces systèmes? Oh, c'est ça la question en fait. That is the question for them. Okay. Yeah, like what is I think we're getting questions about like what is sort of the relationship between what we're talking about and then this like capitalism and imperialism. Why don't we give that one to Zachariah first? Zachariah, could you speak to us on the relationship between patriarchy, capitalism, and imperialism? Okay, I'm coming. Okay. The question was the relationship between. Please, can you repeat the questions? The relationship between patriarchy, capitalism, and imperialism. Okay, capitalism is when we're talking of capitalism, it means taking like I'll use a simple term because that's what I felt like using a simple way to break it down. When talking of capitalism, these are the people like when one person holds the means of production, like one individual wants to control the means of production to himself. What imperialism means like power, like is a practice of a country extending its power influence over another country territory, like colonization. That's imperialism. So what actually brought about everything, whether imperialism, whether patriotic, is capitalism, because capitalism is an unequal treatment within the society. To me is like sorry, I want to look the English I want to bring, like it's like depriving people of their own rights. That's what capitalism, because when the means of production is in the hands of the few people and the majority are suffering, that's deprivation, that you're trying to deprive people of their own rights, their own entitlement. So imperialism is like capitalism comes like is the foundation of all, whether patriotic society. So when the colonial masters I'm sorry. When the colonial masters now see that, they see, okay, the way they could actually, because if you could see in the history, according to Thomas Sankara, he said, in any developing country, if there is no emancipation and total liberation of African women, then the society will still continue to be underdeveloped. And these white people, they've already seen that, okay, the way they can actually get Africa is by also trying to create a class society, and also to leave men as the dominant. Because if you could check back from the history of women development, you will see that women have always been active and playing a role in the society. So in order to now disrupt the system, they now brought about capitalism and also patriotic society. They want the man to feel that they are superior in order to oppress women, and they also in order to oppress the development of the society. Because I felt woman is the foundation of every society. Without women, then society is going nowhere. And that's the example within us in our African country. We see that because while in a country that we have majority of African women and their voice are voiceless, and their voice is not being heard, and they are also keeping them under
like they felt like under the bench, which is not supposed to be. So before we can have a society that is strong, that is developed, that is active, then we need to have involved the women. It is important to involve the women. So I think the beginning of everything is the capitalism. I hope I'm able to justify and answer the questions. Thank you. Thank you, Zakia. I think that makes a lot of sense. You know, patriarchy is a system that is, you know, inherent within capitalism. We can't see the fall of patriarchy as long as we see the exploitation that exists within the capitalist system as a whole continue. So I think you covered that very well. Prudence, you can translate it, and then I think we can give the next question then to Fatou. Bon, je crois, bon, comme pour résumer, bon, c'est clair que, bon, nous au moins, on croit qu'on assume que le patriarcat, c'est un système qui est inhérent du capitalisme, et on comprend le capitalisme comme un système dans lequel une petite minorité élite s'empare du système de production, de toutes les capacités de production, et les travailleurs, ceux qui travaillent, c'est eux qui, en fait, ils n'assument pas les profits de ce qu'ils produisent, n'est-ce pas? Ces profits vont à une petite minorité. Et nous, on voit que dans ce système, d'abord, où nous avons cette minorité qui contrôle tout, on sait que dans cette majorité qui souffre déjà, les femmes souffrent encore plus, n'est-ce pas? Et nous voyons que ce système a été un système qui a été emporté vers nous en tant qu'Africains. Ce n'est pas quelque chose qui ressort de la société africaine. Donc, nous, on comprend notre lutte d'abord contre l'impérialisme, être aussi une lutte contre le capitalisme, ce qui maintenant finit par une lutte alors contre le patriarcat, parce que ça, c'est un système qui ressort du capitalisme. Bon, je crois que c'est quand même un bon Thank you so résumé. much. So I think we'll give Fatou this question here. It says, what are the conditions of African children and youth in your area? Can you share their political development? Oh, very good question. OK, ça c'est pour toi, Fatou. Je can see the question. C'est quoi les conditions des enfants africains et des jeunes africains dans ton coin où tu es? Et comment est-ce que tu peux nous parler un peu de leur développement politique? D'accord. Juste avant de répondre à cette question, j'aimerais ajouter à la question précédente, à la réponse de la camarade Zakaria. Moi, je voudrais dire que pour comprendre la relation entre le patriarcat et l'impérialisme, le capitalisme, il faut comprendre le fonctionnement, la nature. Quand vous prenez le patriarcat se base sur quoi? C'est sur, je dirais quoi, la force de travail. C'est sur la force de travail que tout le patriarcat, le nœud du patriarcat se base en fait. Et quand on prend également le capitalisme, c'est sur la force du travail. Ça veut dire, par exemple, quand on prend le patriarcat consiste je dirais quoi? Sous-humaniser, même si ce mot n'existe pas, je vais le créer, à sous-humaniser par exemple la femme parce qu'elle est, comme on le dit, le sexe faible. Donc déjà, on voit déjà le mur qui est là entre la femme et l'homme qui tourne autour du patriarcat, qui est la force de production, la force physique et tout ça et tout ça. Maintenant, le patriarcat et le capitalisme est aussi basé sur quoi? Sur la force de production. Donc, le capitalisme, en fait, c'est quoi? C'est un système qui va mettre, comment on appelle ça? Qui va mettre un groupe de personnes, je dirais, qu'ils jugent assez, comment on appelle ça? Assez valide pour, comment on appelle ça? Si tu veux, je peux t'aider. Pour avancer, oui, pour avancer un peu dans leur quête comment on appelle ça, d'exploitation et de richesse. Du coup, le capitalisme consiste à
exploiter les hommes et les hommes, à leur tour, doivent exploiter les femmes pour se sentir hommes en quelque sorte. Vous voyez un peu, en fait, c'est les deux vents de pair. Ça veut dire que pour les hommes opprimés par le capitalisme, ils ont besoin à leur tour d'un boucle hémisphère, quelque chose ou quelqu'un sur lequel ils vont en fait comment on appelle ça, se jeter pour faire une comparaison, je dirais, pour, comment on appelle ça, pour pour se donner de la valeur, pour se donner de la valeur, pour se donner comment on appelle ça, en tout cas de l'importance. Et ça, c'est la femme dans la société. C'est la femme que les hommes opprimés ont pensé à opprimer à leur tour. Donc, déjà, quand on prend le patriarcat et le capitalisme dans ces deux sens-là, on voit déjà la corrélation. Donc, pour arriver à tuer le capitalisme, il faut arriver à tuer le patriarcat. Et pour arriver à tuer le patriarcat, il faut arriver à tuer le capitalisme. Les deux vont de pair et les deux sont, comment on appelle ça, complémentaires. Maintenant... Wow. Oh. Non, s'il te plaît, Fatou, je ne pourrais pas si tu continues. Parce que maintenant, tu as adressé l'autre question, donc laisse-moi d'abord interpréter ça. Okay, so Fatou, actually, before answering the question on children, she wanted to add to what Zakaria had said to the question on the connection between patriarchy and capitalism and I think imperialism. Okay, so she basically said that patriarchy bases itself on the force of labor, and patriarchy dehumanizes women because on the basis of the so-called weaker sex. Capitalism, which is also based on the force of labor, exploits men and women, but men now have to further exploit women in order to add value to themselves, right, as individuals. And then she says that means in order for us, if we want to get rid of patriarchy, we recognize that we have to get rid of capitalism as well, right? Like the destruction of capitalism and patriarchy is basically the same struggle. I think that was basically the jinx of that. Et maintenant, Fatou, tu vas répondre à la deuxième question sur les enfants. Je dirais ici, on est toujours comment on appelle ça? Dans le néocolonialisme. On est toujours dans la colonisation et dans l'après la colonisation. C'est pour dire quoi? Même quand on prend le cursus scolaire, qui est le nœud, la formation qui est le nœud d'une civilisation, il faut reconnaître que ce cursus scolaire même est erroné. Ce cursus scolaire même est, je dirais, à la limite, on ne sait pas si c'est un cursus destiné à notre pays, au pays dans lequel il est, comment on appelle ça, mis en place, ou c'est un cursus destiné aux pays qui ont eu à coloniser ces pays. Parce que c'est vraiment, quand on regarde le cursus, c'est tout sauf un cursus qui va permettre à la jeunesse de prendre conscience, de s'autonomiser, de comprendre d'où ils viennent et où ils veulent aller. Là, donc ça, déjà, je vais dire que ça ne permet pas à la jeunesse, aux enfants et aux jeunes de mon pays, comment on appelle ça, de comprendre les réalités de leur pays, de comprendre le passé de leur pays et de comprendre là où ils doivent amener le pays. Et au-delà de ça, il faut reconnaître que la question de, justement, ce cursus, c'est comme si ça a été mis en place pour détourner, comment on appelle ça, en son sens, l'attention de cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, le cas, par exemple, des étudiants, quand vous arrivez à l'université publique à Ouaga, ici, mais les gens, en fait, c'est tellement, la vie est tellement compliquée. Déjà, le cursus est mélangé. Et quand on sort aussi, le chômage
fait de sorte que les jeunes n'ont pas la tête à penser à la politique. Ils n'ont pas la tête à penser à qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. En fait, ils veulent juste manger, ils veulent juste se loger, ils veulent juste vivre, ils veulent le minimum pour vivre. Donc, la lutte actuellement, la lutte maintenant est devenue une lutte de survie et non une lutte de libération. Comment on appelle ça? L'énergie des jeunes, ils donnent ça dans la quête de survie, dans la quête individuelle de richesse, que dans la lutte de libération, sans comprendre que cette quête de survie-là dépend de cette quête de libération. Donc, pour ça, je vais dire que, pour être franche, comment on appelle ça, l'état d'esprit de la jeunesse des enfants dans mon pays n'est pas vraiment tourné vers la politique, n'est pas vraiment tourné vers, comment on appelle ça, la question comment on appelle ça, des formations idéologiques. Mais maintenant, de plus en plus, on a cette récupération-là. Il commence à plus s'intéresser, à comprendre vraiment comment on appelle ça, ce qui se passe, d'où viendra leur salut et tout ça. Et ils commencent à s'intéresser un peu plus à cette, comment on appelle ça, à cette lutte. On voit des structures qui se forment, des jeunes qui rejoignent des structures un peu aidés par comment on appelle ça, les événements des dernières années qui ont eu lieu au Burkina Faso. Donc, pour le moment, c'est un espoir qu'on garde que comme avec le temps, ils vont plus comprendre et ils vont plus rejoindre la lutte. Okay, so like, I'm just gonna repeat the question. So it was, what are the conditions of African children and youth in your area? Can you share the political development? And she said that, well, she said, you know, we live, I mean, I guess not, like, she did say we live under neo-colonialism, but I guess you guys, like, technically now have a non-neo-colonial leader now. And she basically talked about the school curriculum for the most part, and how, you know, like, the school curriculum, which was obviously, you know, written by those who came to colonize them, doesn't really offer the kids a proper education, because it doesn't make them want to serve their people or their country, right? In fact, the curriculum almost, like, it serves to do the opposite, right? To, like, kind of demobilize them. It doesn't encourage basically to have political thoughts or, you know, political consciousness. It doesn't encourage that, right? And she talked about how, however, with the past few years, obviously we all know lots have been going on in Burkina Faso that has helped to raise the youth's consciousness, because obviously seeing these different kind of people coming into power. And maybe we can actually add this question to her, because I feel like this very much answers the situation maybe prior to the bringing in of, like, Ibrahim Traoré and the development of the AES. So perhaps we can add as a second question to Fatou. Est-ce que tu trouves que les choses ont changé maintenant face au fait que vous êtes maintenant membre de l'AES? Peut-être que tu peux nous ajouter ça et conclure avec ça. Oui, j'en ai broché même un peu à la fin. Peut-être que tu n'as pas remarqué. J'ai dit, en fait, avec les événements comment on appelle ça? Les événements de ces dernières années-là, on a vu une conscience un peu collective de la jeunesse, une éveil de conscience un peu, je dirais, qui a mené mais en fait, il faut reconnaître que cette conscience, elle est, comment on appelle ça, elle est pour la lutte, elle est pour, comment on appelle ça, je dirais pour la révolution, pour la liberté et tout ça, mais en même temps, elle est moins pour la formation idéologique. Donc, c'est là où se pose un peu le problème actuellement. La conscience, les jeunes sont motivés, un peu, on peut le dire, un peu dans ce sens-là, qu'ils ont, avec les derniers événements, mais pas encore engagés dans la formation idéologique et politique, et qui est vraiment le nœud de cette lutte-là, qui est, comment on appelle ça, le moteur de cette lutte.
avec, comment on appelle ça, avec l'AES, avec les mouvements qui se mettent en place, on a, comme je le disais, on a espoir. Et on a vraiment espoir que d'ici là, toute la jeunesse va comprendre que, voilà, c'est bien, il faut courir derrière la survie, mais il faut d'abord, pour pouvoir, c'est parce qu'on est enchaîné de l'autre côté qu'on doit courir derrière la survie. Et que normalement, ça ne devrait pas être comme ça. On ne devrait pas être né pour courir derrière la survie comme on le fait, mais être, avoir la possibilité de profiter aussi comment on appelle ça, des richesses, de la nature qui est, comment on appelle ça, qui a été donnée à tous les humains gratuitement, comme on le dit. Donc, qu'ils comprennent qu'en fait, ils doivent lutter pour cette reconnaissance-là, pour cette place-là, comment on appelle ça, comment on appelle ça, cette appartenance à la nature, je veux dire pas appartenance, mais ils doivent comprendre que cette nature-là, ça leur appartient aussi. Donc, ils doivent, ces richesses, tous ces avantages, en fait, les appartiennent également. Ils sont aussi, comment on appelle, sur la planète Terre, sur la Terre, au même titre que les autres humains et qu'ils ont droit aux mêmes choses que les autres humains. Peu importe leur situation géographique, peu importe leur origine, leur provenance, leur sexe et tout ça. Mais avec l'AES, on pense que déjà, le cas du Burkina, ça va vraiment beaucoup mieux à cause du dirigeant même qui est en tête, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Ibrahim Traoré, c'est un très jeune, à la limite 35 ans si je ne me trompe pas. Donc, ça motive avoir un jeune comme ça à la tête de la nation et avec des visions aussi limpides. Ça motive un peu la jeunesse à rejoindre. Donc, ça sera maintenant à nous de voir comment comment on a motivé cette jeunesse pour qu'elle s'intéresse plus à l'idéologie, comment on appelle ça, à l'éducation politique et idéologique que simplement comment on appelle ça, qu'à juste sortir, crier et puis rentrer à la maison. Okay. So yeah, so basically the question I had asked her is just like, how have things changed? Like, what does he notice between, you know, what we had before and now with the arrival, the creation of the areas? And she said that, yes, like within the past few years, there's been like a very great increase, like almost like an awakening in consciousness and rise in just general consciousness of the youth, right? Who very much support, you know, the areas and who very much, you know, they are all for it. But she did say that although there's a very great, like there's a really high consciousness, the PE, you know, that needs to accompany it is not as high, right? Whereas people are very engaged to come to the street and to mobilize very quickly to support the struggle. They want to be a part of the revolution. You know, what's lacking is the necessity to, like, the discipline to partake in ongoing, you know, consistent political education, right? So she just talked about how, like, yes, the consciousness is high, but there's just, you know, a lot of work that needs to be happening in terms of like really getting people to join organizations that do active like PE in them. So I would say that's basically wraps it up. Thank you so much. Thank you to all of our amazing speakers today. Thank you to Fatou and to Zachariah, as well as to everybody who tuned in to listen to what these wonderful comrades had to say. I think we're gonna wrap things up here. I know there's lots of other questions, so hopefully in the future we can do another similar panel, and we can even have like more and more people come on alongside Fatou and Zachariah to discuss the similar topics. So thank you so much. We really appreciate it. And we will stay in touch. As I mentioned, a lot of our motivation behind this was to have more connection between women organizers in our region. So we definitely have to continue to build relationships and to continue to work together and to exchange with one another. OK, donc nous allons maintenant conclure notre conférence virtuelle. On remercie tout le monde qui est venu. Merci d'être là avec nous.
comme on l'a dit au début, vraiment, ce qui a motivé cette conférence, c'était la nécessité de commencer vraiment à créer ces liens entre les femmes qui sont intéressées à la lutte, qui veulent joindre ou qui sont déjà dans la lutte, de créer ces liens, n'est-ce pas, dont nous espérons. Je vais mettre ici dans le chat le email de la coalition et j'encourage vraiment les gens, surtout les femmes, s'il vous plaît, à nous contacter pour qu'on puisse peut-être commencer à créer cette structure dont on a parlé pour être connectés. Si même on peut juste commencer juste à se discuter de temps en temps, c'est déjà un bon début et on peut aller de là. Donc, j'ai mis le email de notre coalition dans le chat ou si vous pouvez, si les femmes, non, je pense que c'est mieux que vous nous écrivez parce que je ne vais pas pouvoir noter tous ces emails. Donc, on espère rester en contact et que nous allons avoir plus de conférences comme ça, avoir plusieurs femmes qui vont pouvoir participer. So yeah, that is all. I'm just going to say the last part. I put the email of the coalition, abaimperialisme@gmail.com. We really encourage, especially women who are here today, to please reach out to us. We talked a lot about, beginning to create these connections amongst us. So even if it just has to start virtually, it's something we need to be connected, in touch with each other. So please reach out to us so we can build whatever that platform is going to look like. But yeah, that is everything. Thank you very much, everybody. Bonne soirée et merci d'être venu. Vive la révolution. Viva! Merci, merci. Thank you, Viva! thank you. Vive la révolution. Amala! La lutte continue. En effet, ça, aussi longtemps que les problèmes ne sont pas finis, là, ça doit continuer. Forward ever. Abat le patriarcat. Abat l'impérialisme. Abash. Abat l'impérialisme. Vive l'Afrique. Abash. Thank you, everybody.